un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Et sa main velue s'accompagne d'une chanson. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Et voici donc la chronique du groupe Fred Zeller. Ainsi donc, les gouvernants seraient devenus des défenseurs du peuple palestinien. Mais alors, comment comprendre que les livraisons d'armes et de biens de toute nature continuent, sauf si les dockers bloquent les transports maritimes, comme à Marseille, à Gênes ou encore en Grèce et dans tous les ports de Grèce? Et comment comprendre que ces militants et syndicalistes qui bloquent les envois d'armes et de munitions vers Israël soient l'objet de mesures répressives ou, tout le moins, de vives condamnations de ce qu'on appelle la classe politique, qui décidément n'a vraiment plus la moindre classe? Et comment comprendre que ces syndicalistes, ces militants qui organisent rassemblements et manifestations soient également l'objet de répression et de dénonciations calomnieuses? Mais que recouvre réellement cet emballement autour d'une prétendue reconnaissance d'un État palestinien? Je l'ai dit à de nombreuses reprises dans ces chroniques du groupe Fred Zeller, la question centrale est celle de l'égalité des droits, du respect du droit au retour pour les Palestiniens chassés de leurs terres. Alors, cette revendication du droit au retour est, à mon sens, totalement antagonique avec la solution à deux États, car c'est bien de cela qu'il s'agit dans les prises de position auxquelles nous avons assisté ces derniers jours. Comment le peuple palestinien, dans toutes ses composantes, peut-il organiser un État démocratique? En ce qui me concerne, je pense que cela devrait prendre la forme d'une constituante palestinienne démocratique qui permettrait aux représentants du peuple palestinien, de toutes les composantes du peuple palestinien et de toutes les composantes de ceux qui vivent dans cette région du monde, de décider du cadre que pourrait prendre un État pour respecter l'égalité des droits entre toutes et tous, sans aucune exclusive. Alors, pour amender en ce sens, un article a été publié par un journaliste du journal israélien Haaretz, dont l'intérêt m'a semblé particulièrement fort et dont je vais vous proposer la lecture. C'est un article de Gideon Levy, La reconnaissance qui récompense Israël. Et Gideon Levy est un journaliste et écrivain israélien et qui publie donc, qui est journaliste dans le quotidien Haaretz en Israël. Que dit-il ? La reconnaissance internationale d'un État palestinien récompense Israël, qui devrait remercier chaleureusement chaque pays qui agit ainsi, car une telle reconnaissance sert d'alternative trompeuse à ce qui devrait réellement être fait, imposer des sanctions. La reconnaissance est une substitution erronée à des boycotts et à des mesures punitives qui devraient être prises contre un pays qui perpétue un génocide. La reconnaissance est un hommage creux que les gouvernements européens, hésitants et faibles, utilisent pour montrer à leur opinion publique indignée qu'ils ne restent pas silencieux. Reconnaître un État palestinien qui n'existe pas et n'existera pas dans un avenir proche, voire jamais, est un silence honteux. Les gens meurent de faim à Gaza et la réaction de l'Europe est de reconnaître un État palestinien. Cela sauvera-t-il les Gazaouis affamés ? Israël peut ignorer ces déclarations comme il ignore les États-Unis. On parle d'un tsunami en Israël, dans la certitude qu'il n'atteindra pas ses côtes tant que cette reconnaissance n'est pas accompagnée d'un coût réel pour le génocide. Un des premiers à reconnaître la Palestine dans cette nouvelle vague a été le Premier ministre britannique Keir Starmer, après la France. Il s'est précipité pour franchir cette étape comme punition conditionnelle, remplissant ainsi son devoir. Si Israël se comporte bien, a-t-il promis, son petit cadeau sera retiré.
Quel genre de punition est-ce là, monsieur le Premier ministre? Si reconnaître la Palestine devait apporter une solution, selon votre logique, pourquoi le présenter comme une sanction? Et si c'est une mesure punitive, où est-elle? Voilà ce que cela donne lorsque Donald Trump s'abat sur l'Europe et y sème la confusion. Mais il faut une dose insensée d'optimisme et de naïveté pour croire que la reconnaissance est encore pertinente. Cela n'a jamais fonctionné jusque-là. Cela paralyse plus qu'autre chose, puisqu'il est évident que toute sanction contre Israël sera payée au prix fort. Le monde se contente de condamnations verbales pour l'instant. Les sanctions sont efficaces lorsqu'il s'agit d'invasion russe, pas d'actes israéliens. Starmer a incité d'autres à le suivre, ce qui est présenté en Israël comme un tsunami diplomatique. Cela n'arrêtera pas le génocide, qui ne sera pas stoppé sans des mesures concrètes imposées par la communauté internationale. Ces temps sont incroyablement urgents, car les tueries et la famine à Gaza continuent. La reconnaissance ne fera pas non plus naître un État. Comment la colon israélienne Daniela Weiss l'a-t-elle dit lors d'une précédente vague de reconnaissance? Citation. « J'ouvre ma fenêtre et je ne vois pas d'État palestinien. » Elle ne le verra pas de sitôt non plus. À court terme, Israël tire profit de cette vague de reconnaissance, car c'est un substitut aux sanctions qu'il mérite. À long terme, il pourrait y avoir un avantage à reconnaître un État imaginaire, mais cela soulève le besoin de trouver une solution. Mais il faut une dose insensée d'optimisme et de naïveté pour croire que la reconnaissance est encore pertinente. Les Palestiniens sont sans dirigeants et les dirigeants israéliens font tout pour empêcher la création d'un tel État et ils y parviennent. C'est bien que le 10 Downing Street veuille un État palestinien, mais tant que Jérusalem n'en veut pas, avec l'extrémisme installé par le gouvernement de Yitzhak, qui détruit tout progrès palestinien et devient plus fort de jour en jour, cela ne se fera pas. Tant que Washington soutiendra aveuglément Israël, cela n'arrivera pas non plus. La droite israélienne est à son apogée et le centre israélien vote à la Knesset pour l'annexion et contre la création d'un État palestinien, tandis que le Hamas est la principale force politique palestinienne, que les colons et leurs partisans sont la plus puissante organisation en Israël. De quel État palestinien parlons-nous? Où serait-il situé? Une tempête dans un verre d'eau. Le monde remplit son devoir pendant qu'Israël détruit et affame. Le nettoyage ethnique prôné par le gouvernement israélien se réalise à Gaza. On ne peut que concevoir des conditions encore pires pour ceux qui rêvent d'un État. Où serait-il établi? Dans un tunnel entre Yitzhak et Itamar? Existe-t-il une force capable d'évacuer des centaines de milliers de colons? Laquelle? Y a-t-il une force politique qui combat cela? Il vaudrait mieux que de véritables mesures punitives soient prises pour mettre fin à la guerre. L'Europe en a les moyens. Et ensuite que l'on mette sur la table la seule vraie solution, reconstruire une démocratie entre la Méditerranée et le Jourdain, une personne, une voix, l'apartheid ou la démocratie. À notre grand désespoir, ce choix n'est plus à l'ordre du jour. Fin donc de cet article du journaliste israélien et écrivain Gideon Levy, La reconnaissance qui récompense Israël, donc journaliste dans le quotidien Haaretz. Et la question des sanctions que soulève donc Gideon Levy est traitée dans un article récent du Monde diplomatique, le numéro 857, donc le numéro d'août 2025, le numéro en cours, puisque c'était un mensuel, et qui est titré « Un obstacle aux sanctions, le lobby pro-Israël en France ». C'est un article signé Serge Halimi et Pierre Rimbert, dont je vous invite à faire la lecture parce qu'il est très, très, très intéressant. Je ne vais pas vous le lire en totalité parce qu'il dépasserait largement les limites de cette chronique, mais je vais en lire le début et puis peut-être la conclusion. Il y a presque 10 ans, la victoire du Brexit, puis celle de M. Donald Trump, avait incité des libéraux en déroute à recoder l'espace idéologique de façon suffisamment primitive pour que nul ne puisse s'y méprendre. D'un côté, les méchants populistes, entre guillemets, et autoritaires, entre guillemets, agrégeraient pêle-mêle M. Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Viktor Orban, Jair Bolsonaro. De l'autre, les gentils libéraux et progressistes réunissaient des dirigeants comme Mme Angela Merkel ou Hillary Clinton, M. Joseph Biden, Justin Trudeau et Emmanuel Macron.
Ce réagencement des clivages et des alliances au sein du monde occidental butait toutefois sur un obstacle, Israël. Démocrates ou autocrates, les gouvernements européens et plus encore américains se gardaient de sanctionner, voire de critiquer trop vivement les agissements illégaux de ce pays et de ses gouvernants. Amis de M. Trump, coqueluche de M. Bolsonaro, célébré par le Premier ministre hongrois, le Premier ministre israélien ne cachait pourtant pas son hostilité à l'État de droit. Son inculpation en 2019 pour fraude, corruption et abus de confiance aurait disqualifié tout autre dirigeant populiste, surtout s'il avait été de gauche. Pendant que les gouvernements libéraux, français, allemands, britanniques, etc., épargnaient M. Benjamin Netanyahou, lui courtisait l'extrême droite européenne et confortait le caractère ethno-national de son État. Mais chacun, ou presque, regardait ailleurs. La plupart des démocraties libérales, leur presse et leurs intellectuels de service souhaitaient inclure le chef du Likoud dans l'international réactionnaire qu'ils prétendaient combattre. Une petite décennie plus tard, nul ne peut plus plaider la négligence. La politique israélienne tient lieu d'éléphant dans le couloir des normes internationales. M. Netanyahou, qui gouverne en coalition avec des suprémacistes n'ayant rien à envier au Ku Klux Klan américain d'antan, a envahi le Liban et la Syrie, bombardé l'Iran et le Yémen, rasé Gaza, exterminant une partie de sa population et affamant l'autre, relancé la colonisation en Cisjordanie, affermi un régime d'apartheid en Israël. Depuis novembre dernier, il fait également l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Imaginons la réaction des puissances occidentales si le territoire israélien avait été envahi depuis près de 2 ans et que chaque jour plusieurs dizaines de civils de ce pays étaient assassinés par une armée d'occupation arabe. Voilà, j'en reste là pour la lecture de cet article donc, publié dans le dernier numéro du Monde diplomatique. C'est tout à fait passionnant et ça revient en écho au texte de Gideon Levy que j'ai lu précédemment. Donc voilà des éléments de réflexion. Je mettrai bien évidemment sur notre site les informations, les liens permettant de retrouver ces différents textes. Ça me semble tout à fait important. Alors, je voudrais aborder un autre sujet. C'est un billet d'humeur signé Mornia Lapsi. Mornia Lapsi est inspectrice du travail, syndicaliste CGT et présidente de l'association Coudes à Coudes. Et elle a fait ce billet d'humeur. Vous allez voir à qui elle s'adresse au fil de ces différentes phrases. Il va ruisseler des armes. Attention, mesdames et messieurs, c'est annoncé. Le ruissellement par le haut arrive. Il ne pleuvra pas de l'eau pour pourrir nos terres, ni de l'argent pour remplir nos frigos. Non, écoutez bien, le magicien du malheur s'est exprimé. Hier soir, 10 heures de mes aventures, tu nous l'as annoncé avec ta petite voix de chef cynique. Il va pleuvoir des armes. 3 milliards par-ci, 3 milliards par-là. On n'a plus de lits pour les hôpitaux, plus de personnel pour les écoles, plus de services publics de proximité. Mais pour l'armée, là, tu ouvres les vannes. Tu peux nous protéger, nous, les gens du peuple, contre la guerre ? Crois-tu vraiment que nos intelligences sont en berne ? La précarité, les services publics dégradés, les salaires en baisse, le burn-out, les conditions de vie difficiles, les conditions de logement indignes, la terre qui suffoque. Et toi, tu nous proposes des armes. Tu ne protèges pas les vivants, tu nourris la peur, tu la dresses contre des ennemis fantômes. Tu veux qu'on regarde des adversaires au lieu de regarder nos bulletins de salaire ? Militariser, encore et encore. Il faut investir dans les armes. C'est mieux, n'est-ce pas ? Tiens-le-toi pour dit. Nous, on aspire au vivre mieux. Tu t'obstines. On est en guerre. Mais en réalité, c'est ton trône que tu veux garder. Ce sont les privilèges de tes amis milliardaires que tu veux maintenir. Tu te vois tel un empereur ? Comme tous tes amis à la tête de ces pays, qui exploitent encore et encore des goinfres qui se gavent du travail du peuple à s'en exploser la panse. Alors tu appuies sur la corde distendue des êtres que tu fragilises, la corde ultra-sécuritaire, celle de l'autorité, de la défense nationale. Alors tu appuies sur la corde distendue des êtres que tu fragilises.
l'accord ultra-sécuritaire, celle de l'autorité, de la défense nationale. En Afrique, ta parole est un vent insignifiant. Elle entre par une oreille et transite par l'autre. Ainsi, toi et tes amis milliardaires le vivez tel un affront, tel une infamie, une vexation populaire. Alors vous voulez vous asseoir votre autorité par la force, par les milliards, par les armes. Tu rêves la guerre? Je te propose un défi, la lutte. Alors viens, descends de ton trône d'empereur. Tu vas voir notre jeu de jambes. Tu vas voir la classe des exploités quand ils entrent sur le ring. Viens. Tu verras le jeu de tête, le snake du buste, l'art de se mouvoir dans l'espace pour défendre ce qu'il nous reste, le combat des idées, la grâce de l'esprit de justice, la force du cœur, le courage des mains. Allez, viens, toi et tes amis multimilliardaires, descendez de vos trônes, miniatures vous serez. Ramène-toi, tes copains et toi. Tu sais, ceux qui nous regardent d'en haut, en nous vidant les poches et en pointant du doigt les ennemis de l'intérieur. Nous avons été bercés par la voix de Mohamed Ali, nos yeux fascinés par sa valse souple, fluide, digne, par ses poings férus de liberté. Pourtant, ces dernières années, tétanisé par notre vague jaune, tu as été. Peu après, pourtant, nos enfants ont tenu le front face à ton appareil répressif violent, guerrier, repoussant ainsi l'ennemi de la dignité. Ne compte pas sur moi pour condamner la révolte légitime, comme tous ces poseurs qui veulent plaire aux prôneurs de paix sociale déséquilibrés. Ne crains-tu pas le soulèvement pour la paix? Du sommet de ton trône, tu as lancé ton poing droit, alourdi de tes armes. La militarisation, c'est un poison belliqueux qui ne nous vaincra pas. Nos enfants ont connu les masques, le stress du monde, et toi, tu leur proposes un avenir de belligérants, que pulsent leurs cœurs, au rythme de l'enchantement. Nous connaissons les plans de tes ancêtres, pourvoyeurs de guerre, que tes ancêtres ont laissés dans les archives funestes de l'histoire, preuve de ces hécatombes humaines. De ton état de guerre décrété par ton égo impérialiste, nous nous détournons, nous nous offensons. Contre lui, nous nous élevons. Entends le souffle d'une mère chérissant la vie précieuse de son fils. Entends ces mots que je snippe un à un pour déjouer la stratégie mortifère. Debout depuis notre terre de lutte, voici un uppercut du peuple insurgé. Donc c'était un texte de Mornia Lapsi et je n'ai pas fait de choix musical aujourd'hui parce que ce texte de Mornia Lapsi est prolongé par un poème dont je vais également vous donner lecture. Il me semble également très intéressant dans son contenu. Colis coloniaux en haute mer, ô toi. Que reste-t-il de digne en toi, toi France, toi qui si longtemps as gonflé tes joues d'arrogance, toi qui te croyais gardienne de l'idéal, la grande homme du révolutionnaire battant dans ton cœur, le poing levé vers le ciel, criant égalité. Que reste-t-il, France, de ta dignité aujourd'hui? Pendant des mois, ceux qui te pilotent et une large part de ceux qui se revendiquent de toi ont fermé les yeux sur le paroxysme de l'horreur. Enfin toi, la lumière autoproclamée, toi, tu n'as pas été saisi par les ténèbres? Non. Tu as préféré les regarder s'ensiller en jubilant de cette démonstration de force inhumaine. Le feu brûlait les corps vifs de nos frères et sœurs palestiniens. Et toi, France, tu as tourné ton regard ailleurs? Tes joues pleines d'arrogance ont fermé ton cœur. Ton poing brandi pour une soi-disant liberté a choisi de se tendre vers le bourreau. Port-Vercel et ceux qui criaient leur faim, leur douleur, leur dignité. Non, toi, tu as préféré serrer la poigne du boucher, celui qui te ressemble tant. Parce qu'en vérité, la dignité n'a de vrai que ce que tu en crois. Et tu crois tant de choses fausses, n'est-ce pas, France? Toi qui prétends aimer ce qui est juste, tu as pris parti, non pour la justice, mais pour ce visage qui se croit beau, blanc, pur, en réalité celui de la torture, de l'humiliation, de la barbarie. Posé sur un lit de cendres et de sang. As-tu voulu prendre ta revanche? La revanche de l'Empire blessé face à ce peuple palestinien qui te rappelle trop l'Algérien debout. Torturé mais vivant, colonisé mais digne, anéanti peut-être, mais jamais soumis. Tu as tenu la main du boucher israélien, tu lui as donné les armes, l'argent, les mots,
le silence. Tu as criminalisé ceux qui, ici, ont refusé de baisser les yeux. Et maintenant, tu jettes des colis. Oui, tu balances des colis dans la mer comme on jette des miettes aux affamés. Tu appelles cela de l'aide ? Mais ce n'est rien d'autre qu'une mise en scène, une mise à mort même, un cynisme à ciel ouvert. Tu prétends sauver des vies, mais tu te sauves toi-même, n'est-ce pas ? Tu veux être dans la tendance humanitaire. Sais-tu que même la honte, France, oh oui, la honte a honte de tes actes. Tu jettes des colis au mépris du danger, comme si une main tendue pouvait effacer le sang séché sur l'autre. Ne te méprends pas, les comptes sont faits. Voilà, c'était donc ce poème de Mornia Lapsi, dont j'ai lu le texte, le billet d'humeur. Je rappelle, Mornia Lapsi, donc présidente de l'association Coudes à Coudes. Voilà, donc j'en arrive au terme de cette chronique pour ce lundi 11 août. Et le lundi prochain, ce sera une émission soit enregistrée, soit en direct. On ne sait pas encore ce qui sera possible. Mais je serai dans le Tarn, près de Carmaux, là où doit se dérouler pendant la semaine prochaine le congrès national de la Fédération nationale de la libre pensée, et dans la situation actuelle dominée par les éléments de situation dont je viens de parler dans ces différentes contributions, seront au centre des débats et de l'élaboration de tous les textes qu'a à produire un congrès comme celui de la libre pensée, les différentes résolutions, que ce soit sur les questions internationales, résolutions générales, ou les questions de la laïcité, qui restent bien évidemment au centre des préoccupations de la Fédération nationale de la libre pensée. Je rappelle que, en ce sens, que les initiatives seront prises. Alors, une grande initiative nationale pour le 5 décembre, à l'occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905, et que ça se tiendra sous la forme d'un meeting au gymnase Japy avec de nombreuses associations amies qui ont déjà annoncé leur présence. De tout cela, nous parlerons, nous débattrons largement pendant le congrès, et depuis la Dordogne, nous organiserons également le déplacement vers ce rassemblement, ce meeting à Paris, donc le 5 décembre. Et puis, auparavant, le 20 septembre, c'est la journée internationale de la libre pensée. Et là encore, nous prendrons des initiatives, et en particulier des initiatives sur le terrain du combat pour la paix, contre la guerre. Là encore, ce sujet sera au cœur de nos prochains débats. Donc, je vous propose de nous retrouver sous une forme dont vous aurez la surprise, lundi prochain, donc à 11h30, pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, toujours sur Radio Libre en Périgord. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord, et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient ton glaive